suis là aujourd'hui pour vous parler de visualisation de données sur le web. Ça tombe bien, je m'appelle Alexis Jacomi et mon métier c'est de développer des outils de visualisation de données sur le web. Je travaille chez Matelot, qui est une entreprise nantaise, et on développe des tableaux d'exploration de données basés sur le web. Vous pouvez me trouver sur Twitter, GitHub ou Slides, où il y aura les slides entre autres de cette conférence. Et j'ai de la chance, parce qu'aujourd'hui tout le monde veut de la visualisation de données. On parle partout de big data, il y a partout des données, il y a Internet of Things, il y a la Smart City, Smart Grid, tout le monde a plein de données, et les décideurs veulent utiliser ces données pour prendre des décisions, c'est leur métier. Et pour ça, il y a plein de choses, on va faire de l'intelligence artificielle, machine learning, ce qu'on veut, et dans tous ces mots-clés qui buzzent partout, il y a visualisation de données. Et c'est chouette, parce que du coup, on a plein de travail. Une visualisation de données, on peut résumer ça assez facilement. Avant tout, il faut une idée, un design. On va dire, on va prendre ces informations, on va représenter telle métrique sur nos données, et puis on va appliquer un algorithme. Généralement, en fait, c'est un algorithme, c'est une règle de 3, hein. Ça c'est le côté pratique. Et on va utiliser un moteur de rendu pour afficher les éléments graphiques qu'on veut pour représenter la donnée. Mais en fait, en 2017, ça ressemble à ça, la data vis sur le web. Ça me fait mal de le dire, mais D3JS c'est un peu devenu le jQuery de la data vis. Pardon. Et tout le monde l'utilise à tort ou à raison, et on utilise toujours SVG pour faire les rendus parce que c'est performant et c'est chouette. Mais en fait, le web, on a énormément de solutions différentes pour faire du rendu graphique. On a deux portages différents de processing, par exemple, ça c'est quand même assez impressionnant. On a CSS, on a SVG, on a Canvas, on peut faire du WebGL, on a une super surcouche de WebGL qui s'appelle 3.js, on a des moteurs de rendu de jeux vidéo, bref, on a vraiment plus que le choix. Et quand dans mon travail, on me demande de développer un formulaire à la con, excusez-moi l'appellation, je vais prendre la solution qui marche. Quand des fois j'ai l'occasion de faire vraiment un truc cool, genre de la visualisation de données, je vais prendre toutes les technos que je peux, et les trucs les plus chelous sont les trucs les plus fun et sont ceux que j'ai envie d'essayer. Parce que mes patrons détestent. Toutes les démos seront sur GitHub, donc si vous voulez aller là-dessus après. Et pareil, donc sur mon compte Slides, vous retrouvez le lien vers les slides. Alors, on va commencer par un premier exemple. C'est la heatmap, carte de chaleur. Le principe, c'est que des fois, on a énormément de points sur un plan. Donc ça peut être sur une carte, mais ça peut être sur d'autres choses. Et plutôt que de vouloir afficher tous ces points, on veut juste afficher la densité de points sur les différentes zones de notre plan. Alors, c'est beaucoup utilisé en cartographie, si on veut présenter, je sais pas moi, des individus, des incidents, n'importe quoi, des événements qui sont situés géographiquement. C'est aussi utilisé en UX testing, par exemple, on va afficher une page web et on va afficher des cartes de chaleur pour représenter où les gens ont déplacé la souris ou regardé les écrans. Il y a aussi des modèles beaucoup plus simples, on va simplement faire une matrice et chaque bloc va être colorié selon la densité du bloc. Alors, avant de rentrer dans le code à proprement parler de la carte de chaleur, une petite confession à faire, je viens du Flash. Et j'en ai fait longtemps en plus. Ça a été très dur d'arrêter pour passer au JavaScript, mais j'ai fait. Et en fait, quand j'y repense, c'était quand même vraiment bien le Flash en fait. C'était vraiment bien. Ce qui se passe, c'est que c'était que des autodidactes. Ça peut paraître bizarre et ça peut faire peur comme ça, mais ça veut dire qu'il n'y avait pas déjà des bonnes pratiques établies. En plus de ça, l'API était absolument géniale. Ça veut dire que, par exemple, l'interopérabilité entre les API vectorielles et les API bitmap était bien plus avancée que ce qu'on a entre le Canvas et le SVG. Ça, c'était complètement fou. Et il n'y avait aucune bonne pratique. Donc, en fait, tout ce qu'on faisait était une bonne pratique, finalement. ce qui sonne très faux, mais c'était génial. Et en tout cas, ça fait qu'on avait toujours plein de nouvelles méthodes innovantes et variées. Et tous les mois, il y avait un type qui débarquait qui fait « Ah, j'ai trouvé comment optimiser ce truc-là, on fait du super rendu. » Par exemple, je sais pas, quand on commence à avoir un SVG qui est saturé dans le navigateur, on est foutu. En Flash, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait tout directement dans une bitmap et on continuait à remettre des trucs dans l'arbre. Ça marchait, on s'en foutait, il n'y avait pas de SEO, il n'y avait pas de problème de tout ça. On était dans une VM Flash de toute façon, donc on pouvait faire ce qu'on voulait et c'était même pas une mauvaise pratique. Donc, par exemple, pour illustrer ce genre de bonnes pratiques, on va parler metaballs. Alors, désolé pour le jeu de mots pourri. Les metaballs, c'est ce qu'on voit souvent pour représenter des fluides ou pour représenter des formes un peu organiques. Là, il y a un screenshot en haut à gauche, c'est des fluides dans Portal 2, pour ceux qui connaissent.
En bas, c'est en UX, des fois on va mettre des ronds, on va essayer de les lier de manière un peu organique, ces ronds. Voilà. Ou alors le classique, la lava-lampe. Si vous voulez afficher une lava-lampe, vous allez utiliser probablement les méthodes de MetaBalls. Il y en a qui ont peut-être vu la semaine dernière, coïncidence, il y a un super post de blog qui était passé sur Hacker News d'un type qui dit comment on fait des MetaBalls sur le web. Ça, pour ceux qui l'ont lu, ça fout un peu tout en l'air, mais bon, je vais présenter d'autres méthodes. Alors, on va commencer par faire un peu de maths. Désolé. Il y a une équation des MetaBalls. Pour comprendre comment on trace ces MetaBalls, on va déjà commencer par revoir comment on trace un disque. La formule du haut, c'est la formule pour tracer un disque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a un écran et on veut remplir les pixels. Les pixels, ils sont soit blancs, soit noirs. Ils sont noirs s'ils sont dans le disque, ils sont blancs sinon. Il faut juste qu'on ait un test pour chacun de nos pixels pour savoir s'ils sont dans le disque ou pas. Ce qu'on fait, c'est que, c'est connu, on va regarder si la distance au carré entre le pixel que je veux colorier et le centre de mon disque est inférieure ou égale au rayon de mon disque au carré. Okay. On transforme la formule pour normaliser ça par rapport à 1. Ça, c'est l'équation d'un disque. Si on a plusieurs disques, on va dire le maximum pour tous les disques du quotient du rayon au carré divisé par la distance au carré entre mon point et le centre de chaque disque. Il faut que ce maximum soit supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire que si ce maximum est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire que mon point il est dans au moins un disque. Et donc on va le colorier, sinon on ne le colorie pas. Pour les MetaBalls, au lieu de faire le maximum, on va faire la somme. Ça veut juste dire très simplement qu'un point qui est presque dans 2 disques, on le colorie. Illustration. Ça, en rouge, violet du coup, on voit les disques, et en bleu, on voit la MetaBall. Et c'est exactement la formule que j'ai montrée juste avant. Donc c'est cool, on a une super formule pour afficher des MetaBalls. Ça veut quand même dire que pour chaque pixel, pour chaque disque, on doit calculer une formule, et en plus on n'a pas de formule d'anti-aliasing là, c'est-à-dire que c'est pas très pratique, on ne sait pas comment faire des formes un peu lisses. Donc il y a des gens qui sont venus avec des maths un peu malines et qui ont dit on va faire des marching cubes. Alors ça c'est un algo, il y a un super tuto si vous cliquez sur le mur, bon, ça ne marchera pas comme ça. On groupe les pixels par bloc, donc on a moins d'éléments qu'avant à colorier. Ensuite pour chaque bloc on va regarder s'il y a beaucoup, enfin s'il est partiellement beaucoup ou pas dans les MetaBalls. Et ensuite, il y a un moment super malin où en fait on va essayer pour tous les blocs qui sont au bord des MetaBalls, c'est-à-dire qui ne sont pas complètement dedans ni complètement dehors, on va réussir à voir comment la MetaBalls l'a coupé. On va tracer des traits. Et du coup, on obtient un chemin de traits, ça ressemble un peu à ce qu'on a en fond d'écran. Et voilà, donc on a quelque chose qui est... on n'a plus besoin d'anti-aliasing, si on met une précision assez fine, on a un bon résultat, mais c'est toujours quadratique, c'est pas... On aimerait quelque chose de plus performant. Et là, les flashers, ils sont malins. Ils utilisent le GUI effect. J'ai cherché pendant longtemps qui était ce mec brillant qui s'appelle GUI et qui avait créé cet effet. En fait, GUI veut dire gluant. J'avais l'air d'un con. Le principe, c'est on applique un filtre flou sur l'image de tous les disques. Donc on trace tous les disques, on applique un blur et on applique un contraste. Là, les images sont exactement, c'est ce que j'ai fait dans GIMP. J'ai tracé des disques, j'ai fait un blur et j'ai fait un contraste. On comprend que ça reconstitue un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on va faire un blur, en fait, finalement, le niveau de luminosité de chaque pixel va être relatif à la somme de sa distance par rapport à tous les disques autour. Donc un point qui est presque dans 2 disques va être plus lumineux qu'un point qui est presque dans un disque. Et quand on applique le filtre contraste, ça va nous relisser ces formes-là en MetaBalls. Donc ça revient vraiment exactement à ce qu'on a fait tout à l'heure. Et ce qui est bien pratique, c'est que sur le web, on a simplement 2 filtres CSS qui nous permettent de faire ça. Donc plutôt que de faire des maths compliquées ou quoi que ce soit, on a simplement à appliquer 2 lignes de CSS. Et ça fonctionne bien. Donc là, il n'y a pas de JavaScript, c'est juste des transitions CSS avec des divs qui ont un border radius. Et il y a un filter blur et un filter contraste. Et on obtient ce genre de résultat. Bon, ce n'est pas une heatmap. Donc, comment on peut utiliser cet effet-là pour tracer nos heatmaps? On va essayer de faire notre heatmap, donc on va commencer par faire un nuage de points. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on ne va pas faire ça sur de la géographie, on va simplement afficher des points sur un axe x, y, et ensuite on va essayer d'afficher la carte de densité, justement, de ce plan. Donc on commence par afficher des points. Bon, là, il n'y a rien de très compliqué. Pour chaque point dans data, on interpole en x et en y la position du point pour le mettre dans notre carré. La fameuse règle de 3, l'algorithme de la data vise.
Et ensuite, on va faire un filtre SVG un peu technique. Donc, dans notre HTML, on va mettre le SVG suivant. Il y a une balise filter dans laquelle il y a une balise FE component transfer, et là-dedans, on voit 3 balises qui sont pour chacun des canaux R, G et B. Type discrete, ça veut dire qu'en fait, ça va aplatir, c'est-à-dire qu'en fait, chaque pixel, il a à la base des valeurs R, G et B, et là, on va les aplatir sur 3 paliers différents. On met les mêmes paliers parce que nous, on veut interpoler, enfin, on veut des nuances de gris, en fait. C'est le auto-tune du rendu graphique, on va dire. Avant, on avait un truc continu avec plein de couleurs, et en fait, là, on va plus qu'avoir du noir, du gris, du blanc, avec 3 seuils. Dans la démo qui viendra, il y en avait 5, mais ça ne tenait pas dans l'écran. Voilà, on note l'ID de filter pour voir comment on l'applique. En pratique, dans notre style, on va simplement mettre l'élément sur lequel on veut appliquer le filter. On référencie en fait l'ID de la balise filter du SVG. On code d'autres trucs, comme la légende. Et là, petit disclaimer, le truc le plus dur qui a été à faire dans toutes les démos, ça a été un truc qui permet que ça s'adapte toujours à la taille de l'iframe. En fait, les 3/4 du temps que j'ai passé à coder, c'était ça, donc j'en parle pas assez, mais c'était ça le plus chiant. Et on obtient le résultat suivant. Donc ça, c'est quand on affiche les points eux-mêmes, et quand on applique le blur, puis le autotune, on obtient ce résultat-là. Donc encore une fois, là, il n'y a pas de JavaScript fancy, de canvas, de tout ce qu'on veut. C'est juste des divs avec un border radius et des filtres CSS, SVG. On peut pousser le vice beaucoup plus loin, avec par exemple cette démo de Montferrat sur Twitter, qui a fait complètement un rendu de carte topographique avec des niveaux d'altitude. Tout ça entièrement avec un filtre CSS géant de 3 mégas. D'où provient d'ailleurs mon petit autotune. OK. Donc ça, c'était la heatmap. On va passer à une démo un peu plus sérieuse. Qui dit datavis dit camembert. Et comme on est en 2017, on fait des camemberts en 3D, bien sûr. Alors, qui dit 3D dit WebGL. Le problème, c'est que WebGL, c'est très compliqué. La personne qui a envoyé cette photo essayait juste d'afficher des ronds et des rectangles. Et il n'y avait pas de dégradé. Hein. En fait, c'est très très compliqué de faire du WebGL parce que quand on est habitué à faire du JavaScript, déjà, on a des structures de données bas niveau. On a des tableaux qui ne sont pas dynamiques. Et j'ai pas fait de C depuis ma première année d'école. Et moi, j'aime bien le array.push en JavaScript. Là c'est fini. En plus, c'est des tableaux typés. Et pire que ça, on a du code bas niveau qui va être compilé pour être exécuté dans la carte graphique, qui s'appelle le GLSL. Donc c'est OpenGL Shading Language. C'est le langage pour contrôler la carte graphique. Et quand on vient du web, c'est frustrant, d'autant plus que ce code-là va souvent être écrit dans des chaînes de caractères, dans du JavaScript. Sympa. Puis niveau des concepts aussi, c'est compliqué. Parce que par exemple, quand on va faire de la 3D, on a le concept des vertex shaders et des fragment shaders. Alors je ne viens pas de la 3D, s'il y en a qui bossent dans la 3D dans la salle, ils vont venir rigoler. Je vais essayer d'expliquer ça comme j'ai compris. Le principe, c'est que, pourquoi c'est si puissant la carte graphique? On va avoir des grands tableaux qui vont présenter des matrices plates. C'est-à-dire que par exemple, dans le tableau, on va y avoir plein de floats. Et on va filer cet immense tableau à la carte graphique. On va lui dire, bon, tu prends les 4 premières valeurs, ça va te représenter un point. Les 4 valeurs suivantes, le point suivant. Les 4 valeurs suivantes, le point suivant, etc. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre les 3 premiers points, ça fera un triangle. OK. Tu prendras les 3 points suivants, ça fera un autre triangle, etc. Et lui, il va afficher ces triangles. Jusque-là, c'est juste comment on fait pour afficher un modèle 3D. Les vertex shaders, c'est surpuissant parce que ça permet de faire plein de choses qu'on n'a pas envie de modéliser. Exemple avec les vagues. Ce qui se passe, c'est que pour faire des vagues comme ça qui oscillent, on ne va pas les modéliser en 3D. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement envoyer un plan, une grille plate à la carte graphique. Et lui, en fait, chacun des points, avant de l'afficher, il va le faire passer par un vertex shader. C'est une sorte de middleware qui s'exécute sur la carte graphique. Et il va dire, par exemple, en fonction de la distance du point avec le centre de ma vague et du temps, il va faire une oscillation comme ça. Et on obtient des vagues. C'est comme ça qu'on va faire aussi dans les jeux vidéo, les arbres qui bougent ou ce genre de choses. Alors c'est bien, mais ça fait du code bizarre dans notre code JavaScript qui est déjà trop bizarre parce que l'API WebGL, elle fait un peu peur. Et une fois qu'on en est là, en plus, on a les fragment shaders.
C'est-à-dire que la carte graphique, elle a positionné ces 3 points après les vertex shader, et elle va essayer de remplir le triangle avec une texture. Mais là, il va dire, en fait, pour chacun des pixels, avant de le colorier, je vais le faire passer par un fragment de shader pour voir si on ne veut pas faire d'autres effets. C'est comme ça qu'on peut faire des super textures où en fait on a l'impression qu'elles sont, quand on tourne autour, on a l'impression qu'il y a des effets de lumière profonds dessus, etc. Alors qu'en fait c'est plat. Dans les jeux vidéo, aujourd'hui, il y a des trucs impressionnants faits simplement avec les fragments de shaders. Et c'est aussi très pratique parce que, par exemple, le screenshot de tout à l'heure, c'est un ami à moi qui développe une bibliothèque d'affichage de graphes. Et en fait, pour afficher un rond, ce qu'on va faire, c'est que soit on va afficher un rond en plein de triangles, ça n'a pas l'air très performant, surtout si on veut en afficher plein, soit on affiche un triangle et on fait un fragment de shader qui dit on ne colorie chaque pixel que s'il est assez proche du centre du triangle. Et du coup, on va plus ou moins découper un disque dans un triangle. Bref, tout ça c'est un peu compliqué. J'ai désynchronisé mes deux... C'est très bizarre, pas grave. Voilà l'exemple de choses qu'on peut faire en fragment de shader, par exemple. Donc là, il y a juste du code qui s'exécute sur la carte graphique, il n'y a absolument rien si ce n'est un plan. Et le fragment de shader fait des effets complètement chelous, comme ça. Celui-là m'avait fait un peu rêver, mais c'est assez pratique. Est-ce que je vais réussir à resynchroniser mes deux... Excusez-moi pour la toute petite panne technique. On va continuer le temps qu'il arrive à se remettre. Ok, excusez-moi. Je ne suis pas du tout synchronisé, j'ai plus mes notes. Tant pis. Bref, le WebGL n'a rien à voir avec tout ce qu'on connaît dans le dev web. Et c'est très frustrant de se mettre dedans quand on vient du web. C'est revenu. Alors, heureusement, on a Sri.js qui vient à la rescousse. Sri.js a été développé par un type qui se fait appeler Mr. Doob et qui vient de la Demoscene. C'est des gens qui s'amusaient à faire les trucs les plus impressionnants possibles en le moins de caractères possible, on va dire. Le moins de bits possible en assembleur. Et ce type a à lui seul résolu le problème de la 3D sur le web, concrètement. Il a fait cette lib qui, quand on vient du JS, paraît un peu lourde parce qu'elle fait très Java, on instancie des classes, on instancie d'autres classes, des trucs, et à la fin, en fait, ça marche, et c'est ce qu'on lui demande. Donc ça, c'est très chouette. La doc est cool, elle est très complète, mais surtout, avec Sri.js, il y a une communauté de dingue, parce que les gens qui voulaient faire de la 3D sur le web, il y en avait plein. Du coup, la communauté, elle a monté très vite, et il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de super exemples, dont des trucs vraiment impressionnants. Donc pour mon camembert 3D, je me suis dit, je vais utiliser Sri.js. Et comment on fait pour tester une nouvelle techno qu'on ne connaît pas? On fait du GDD, du Google Driven Development. Première étape, comment on fait pour afficher un camembert en 3D? Moi, je ne sais pas du tout, j'en ai jamais fait. De la 3D. On cherche Sri.js PyChart. On obtient évidemment un résultat qui nous demande de faire ça avec des 3.js. Damn it. Mais on a le premier résultat, c'est comment on fait pour afficher un PyChart en Sri.js. Très bien, je clique sur le lien. Je vois que la démo, elle montre un camembert, c'est chouette, c'est ce qu'on voulait. Bon, première étape, on va tracer chacune des tranches de camembert. Tranche, je ne sais pas comment on dit. En 2D. Donc bon, en fait, on va simplement faire c'est un peu l'API de Canvas qu'on a ici. On va tracer une sorte de triangle, mais avec un bord arrondi, quoi. Ensuite, on va l'extruder suivant un axe, et en fait, ça va nous faire un volume. C'est comme ça qu'on crée chacune des parts de pizza, de camembert, pardon. Ça nous donne un volume en 3D. Très bien. Ensuite, on va ajouter ça dans notre scène. Donc voilà, on instancie d'autres classes, on instancie des classes avec Sri.js. Très bien, on a notre camembert. Là, j'avais un autre souci, c'est qu'on fait de la visualisation de données et on a envie d'afficher des labels. Et moi, je veux pas des textes en 3D, j'ai des limites. Mais je voulais des textes qui fassent face caméra tout du long. C'est-à-dire que quand on se déplace la caméra, etc., les textes sont toujours bien positionnés dans l'espace, mais ils font face caméra. Donc je cherche Sri.js DataVis Label. On me propose évidemment des 3.js, c'est important. Mais heureusement, le premier résultat, c'est un post de blog de Bocoup, qui est une agence qui fait de la DataVis à Boston, je crois, et qui sont très très bons là-dedans, et qui décortique une visualisation de données qu'un type qui s'appelait Gregor Eich avait fait au New York Times, qui était super. La visualisation de données en question, elle ressemble à ça. C'était une gigantesque courbe 3D, dans un grand média en plus, donc c'était assez chouette, en WebGL, avec des labels qui font face caméra, comme on le voit là. Donc ça, c'est cool. Je lis le post de blog, je vois comment on fait. C'est assez simple. En fait, on va créer chacun des textes directement dans un canvas. Là, c'est l'API Canvas. On crée un élément Canvas, on récupère le contexte, on trace un texte dedans. Ensuite, on va transformer ça en sprite. Donc, on instancie une
texture, on instancie des classes, hein, vous vous rappelez, c'est Sri.js. Ensuite, on instancie un sprite material, et puis un sprite, et voilà, on a notre sprite. Et ce sprite, en fait, on va pouvoir le positionner dans l'espace, mais il sera toujours face caméra. Et l'étape 3, parce que le 3D, c'est cool, mais... Là, donc je cherche Sri.js, anaglyph, démo. Anaglyph, c'est les petites lunettes bleues et rouges. C'est la 3D de quand on était môme. Voilà. Donc je trouve une démo qui devrait fonctionner. Le concept pour faire un anaglyph, c'est qu'en fait, on va positionner 2 caméras dans l'espace. Ça va nous donner 2 images, et on va devoir merger ces 2 images en une seule image. Pour ça, on va utiliser un fragment shader. Et ce qu'on va faire, c'est que... Alors, il y avait plein de façons de le faire, mais la bonne manière qui était là, qui était indiquée dans cette démo-là, c'est... On va oublier le rouge complètement de nos trucs, et on va prendre le vert et le bleu de la caméra de gauche, on va les transformer dans le canal rouge de l'image finale, et le vert et le bleu de la caméra de droite dans les canaux vert et bleu de l'image finale. Super bizarre comme ça, mais quand on regarde le code, c'est ça que ça fait, quoi. En gros, on récupère les canaux RGBA de la couleur de gauche et la couleur de droite, et on applique cette formule-là. Donc on voit bien que dans le canal de rouge, on va avoir le vert et le bleu de l'image de gauche, et on prend les verts et le bleu des images de droite dans les canaux vert et bleu. Bref, on fait tout ça, et j'imagine que vous avez tous ramené vos lunettes bleues et rouges. Ah, des gens sérieux. Donc, logistiquement parlant, j'ai pas réussi à en trouver assez, puis de toute façon, ça marche pas sur la vidéo. Ça marche, hein. Bon, à ne pas reproduire chez vous, hein, ce genre de visualisation de données, c'est biaisé dans tous les sens, ça fonctionne pas, faut pas présenter ça à vos patrons parce qu'ils vont vouloir le passer en prod, véridique. Mais voilà, je vois dans la salle qu'effectivement les gens ont oublié leurs lunettes bleues et rouges, je suis déçu. Heureusement, hier après-midi, 2 personnes nommées Alexandra et Jérôme Etienne sont venues présenter AR.js. Je me suis dit, c'est bien, parce que si je présente de AR.js, vous n'avez pas besoin de vos lunettes bleues et rouges. J'ai pressenti que vous n'alliez pas les amener. Alors, j'ai essayé d'utiliser AR.js, et petit disclaimer, ça marche, et ça marche très bien, mais c'est un peu old school. Alors, j'ai dû oublier NPM et réinstaller des balises script dans mon fichier HTML, ça a été un peu douloureux. Et des assets que je charge directement depuis GitHub. Mais bon, ça fonctionne. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une démo qui s'appelle Basic. L'idée, c'est qu'il prend son téléphone, c'est ce qu'il a fait hier. Enfin, il montre une vidéo de lui qui fait ça, où il y a un marqueur dessus, il le montre à sa webcam, et dessus s'affiche un cube. Donc j'ai refait ça, mais j'ai utilisé notre camembert 3D qu'on vient de faire. J'ai eu un petit souci avec ça, c'est qu'en fait, il affiche son cube non pas sur le marqueur, mais contre le marqueur. Si j'affiche mon camembert contre, il va couler, ça ne marchera pas du tout. Donc, j'ai pris tous mes éléments que j'ai mis tout à l'heure dans la scène, je les ai mis dans un groupe à la place, et j'ai essayé toutes les rotations possibles jusqu'à trouver la bonne. Ça a fonctionné très bien. Et on va faire une démo. Sans filet. Donc, le marqueur, la webcam, et voilà la datavis du futur, s'il vous plaît. Merci, j'en ai bavé. Je vous prierai de ne pas le dire à mes patrons, sinon je vais encore être dans la... Donc, ça c'était pour le camembert 3D du futur. Et on va finir sur un truc un peu plus sérieux, que je trouve plus intéressant aussi. C'est cette visualisation de données dont j'ai passé plusieurs jours à trouver le nom, parce qu'apparemment la communauté de la datavis n'est pas d'accord, jusqu'à ce que je trouve que ça s'appelle un pictographe. Comme je ne sais pas comment l'expliquer bien, je vais vous faire une super métaphore. Quand vous arrivez au péage, vous n'allez pas prendre la file où il y a le moins de voitures. Vous allez dans la file la plus courte. Et vous présupposez que la file la plus courte, c'est celle où il y a le moins de voitures. Vous vous dites, si je vois 2 files et qu'il y en a une qui est plus longue que l'autre, celle qui est plus courte, c'est celle où il y a le moins de voitures. Voilà, c'était la métaphore. Ça marche pareil avec les queues du supermarché. Et en fait, avec ce simple principe, on peut construire des visualisations. L'idée, c'est qu'on va placer directement des individus et ils vont former ils vont représenter des formes. Et nous, en tant qu'observateurs de la visualisation de données, on va bien voir comme un camembert ou des surfaces qui vont être plus grandes les unes que les autres. Donc on va pouvoir comparer cette information.
Mais on a deux gros avantages avec, c'est que niveau interactivité, on va pouvoir par exemple faire au rollover sur chacun des individus, avoir des informations sur eux. Et ça permet aussi aux utilisateurs de se représenter mieux les informations en question. Si on voit une grande barre avec des morts pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est pas forcément impressionnant. Si en fait on voit chacun des individus, je dis ça parce que c'est un grand classique dans les visualisations sur l'histoire ou même dans les vidéos grand public. En tout cas, si on voit chacun de ces individus, ça marche bien. C'est aussi pareil quand ils veulent représenter l'argent, on voit des piles et des piles et des piles de billets, ça marche pareil. La visualisation qui était géniale sur ce principe, c'était Sexperience. Je crois que c'est la meilleure visualisation que j'ai jamais vue sur le web. C'était complètement génial. C'était des gens, je me semble, de la BBC qui avaient fait une immense étude sur la sexualité. Et ce qu'ils avaient fait, c'est qu'en fait, il y avait cette application en Flash, s'il vous plaît. Non, c'était une autre époque, c'était normal à l'époque, où en fait chacun des individus se positionnait dans le plan, et quand on choisissait une question, ils se déplaçaient tous pour représenter justement les réponses. Et on obtenait ce genre d'histogramme qui est très lisible en termes de data vis, mais qui permettait aussi de voir par exemple la répartition homme-femme dans chacune des colonnes, etc. Et c'était hyper ludique, et niveau storytelling, c'était super. Ça a disparu du web. Pour ceux qui veulent quand même voir quelque chose de similaire, il y a une agence parisienne qui s'appelle DataVise, et qui a développé il y a 2-3 ans une datavis du même genre pour Intersport. Je trouve ça vraiment un peu moins bien que Sexperience, mais par contre c'est encore en ligne et c'est quand même vraiment pas mal. Et ça c'est sur des données de skieurs dans plein de stations de ski pendant les vacances d'hiver. Bref, nous on va essayer de faire ça, donc on commence par chercher des données. Ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre les données d'une étude sur la data vis faite par Elijah Mix en 2017. Il a interviewé plein de gens qui travaillent dans la visualisation de données. C'était un formulaire en ligne qu'on pouvait répondre. Et les gens répondent à plein de questions, et après on a un jeu de données avec 960 lignes, quelque chose comme ça, 980 répondants. Nous, ce qu'on veut voir, c'est on veut observer les répartitions des réponses aux différentes questions du jeu de données, mais en voyant toujours chacun des individus. Et là, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui marche très très bien, parce qu'on voudrait que ça s'anime hyper fluidement, avec environ 1000 éléments graphiques. C'est pas si impressionnant en 2017, mais quand même, on veut un truc qui envoie du pâté. Et là, on va utiliser Pixie.js. Pixie.js, c'est un moteur de rendu 2D basé sur WebGL avec une fallback canvas. C'est très performant parce qu'en fait, ça va utiliser les compétences, essentiellement les techniques de sprite des jeux vidéo qui marchent très bien dans les jeux vidéo en OpenGL. Ils ont juste reporté ce genre de technique avec WebGL. Comme c'est de la 2D, ça marche très bien en canvas aussi. Et c'est vraiment très, très performant. Vraiment très, très performant. Avec ce benchmark complètement fou. J'aime trop ce benchmark, alors... Allez. Il n'est pas très impressionnant pour l'instant. L'idée, c'est que, si ça fonctionne, il affiche des petits lapins. Et si je clique, en fait, sur la surface, ça va rajouter des petits lapins. Et donc on clique, on rajoute des petits lapins, et ça lag pas. Là, on en est à 25 000, 30 000. 30 000, on est toujours à 57 FPS. Moi, j'ai vu la démo. Bon. On va essayer d'afficher 980 trucs, nous ça devrait le faire. Voilà, et vous pouvez continuer, je crois que ça commence à laguer autour de 130, 140 000, et laguer à 50 FPS, quoi. Bref, c'est très puissant. Il y a une bonne doc, encore une fois, ça c'est cool. Et il y a encore une fois plein d'exemples. C'est chouette, il y a une bonne communauté, c'est hyper robuste. J'ai rarement eu une lib avec laquelle ça a été aussi facile de travailler. Donc on retourne à notre graphique. Pour rappel, ce qu'on veut, c'est qu'on va faire simplement une petite application où il y aura un select où l'utilisateur va pouvoir choisir la question à laquelle il veut répondre, enfin dont il veut observer la répartition des réponses. Et en dessous, on va avoir le graphique où il y aura tous les individus qui vont se déplacer pour aller vers la bonne réponse, en gros. On fait un petit state manager très vite fait pour gérer... je l'ai mis dans le code, mais en fait, il sert quasiment à rien. Mais en vrai, il sert à gérer la taille du... Vous vous rappelez le problème que j'ai avec les iframes c'est le truc qui a encore pris la moitié du temps à développer. Bon, ça fait un tout petit state manager, on peut modifier le state et écouter les changements d'état. S'il y en a que ça intéresse, ils peuvent regarder le code, mais on va passer à ce qui est un peu plus intéressant, c'est la boucle de rendu. Alors, la boucle de rendu, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque ligne, on va créer une sprite qu'on va rajouter dans notre plan. Et pour l'animation, on va partir du principe que Pixie.js est surpuissant. Et en fait, chaque individu va constamment se déplacer vers sa position cible. Donc là, pour chaque individu, on ajoute un ticker, c'est comme un set intervalle, mais en fait, lui, il va les exécuter de manière plus optimisée. Et à chaque fois, ce qu'on fait, c'est que la position XY de chacun de nos individus va être la moitié de sa position et de sa cible. Donc ça va converger constamment vers sa cible. Et il suffit qu'on modifie les positions target X et target Y de nos éléments pour les faire se déplacer. Donc vraiment, toute l'animation, elle est là.
C'est pas plus compliqué. Ensuite, le layout. Alors, dans la visualisation de données, c'est un peu chiant. On va essayer de faire un bar chart, mais en vrai, ce qui se passe, c'est qu'on va diviser la height et la width. Et le truc auquel il faut toujours penser quand on fait de la visualisation de données, qui est terriblement casse-couille, c'est les margins. Ça fait partie vraiment du travail chiant. Donc, on va prendre tout l'espace, on va enlever les margins, on va calculer l'espace qui reste, qui est disponible, et cet espace-là, c'est celui qu'on va remplir avec nos barres. Et on fait des règles de 3, évidemment. Sinon, ça ne sert à rien. On a un problème, c'est que tous les bar charts ne vont pas avoir la même surface à remplir. On peut supposer que la répartition des réponses peut ressembler au bar chart de gauche ou au bar chart de droite. Or, on observe qu'il n'y a pas la même surface de noir à gauche et à droite. Or, on veut placer tous nos sprites, et ça veut dire qu'à droite, les sprites, les petits bonshommes qu'on va placer, vont être plus serrés qu'à gauche. Donc ça, c'est le moment interlude mal de crâne. Dans chaque barre, on a une largeur W et une hauteur grand H. On veut placer dedans n rectangles de largeur petit w et de hauteur grand H. Et en pratique, on sait qu'en fait, ils vont occuper un rectangle qui va avoir le même ratio, mais qui va être soit plus petit, soit plus grand, selon l'espace qu'on a à remplir. W' et H'. On sait qu'on veut conserver le ratio, donc H' sur W' est égal à H sur W. Ça ne va pas être très très long. Et on sait qu'on veut remplir la totalité de la surface du carré noir, enfin du rectangle noir, avec la somme de tous les petits rectangles. Donc n fois la surface d'un petit rectangle en bas est égal à la surface du rectangle de gauche. Donc n fois H' fois W' est égal à W fois H. Et ce qu'on veut, nous, c'est le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Et ça, c'est des entiers. Donc en fait, c'est partie entière de, plus ou moins. Bon, on résout ça, ça nous donne la formule qui est en haut, ça on le passe en JavaScript, et là on peut afficher nos barres. Ensuite, dans chacune des barres, ça va être assez facile de positionner les éléments, on les place 1, 2, 3, 4, 5, 6, on passe à la ligne d'au-dessus, etc. Et on obtient la démo suivante. Donc c'est chouette. Si je change de question, ça marche. C'est bien. On voit qu'ils sont plus ou moins denses. Là, ils sont plus denses que là. C'est pas mal. Mais on va faire mieux. On va commencer par essayer d'améliorer nos transitions. Alors là, c'est pareil, c'est du pragmatisme pur et dur, et ça, en Flash, il n'y avait que ça, donc c'était cool. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que chacun de nos individus, en fait, il a une vitesse en X et une vitesse en Y, et plutôt que d'aller toujours à la moitié de sa position et de la position cible, il va aller à un certain ratio de sa position actuelle et sa position cible en X, et un certain ratio en Y. Donc après avoir bidouillé plein de paramètres pendant des heures, on obtient, il faut un nombre aléatoire entre 1 et 21. OK. Science. Et voilà, donc, ce qui fait qu'en fait, ils vont se déplacer plus ou moins sur des courbes, et des courbes à vitesse très différentes. Donc ça, c'est chouette. Et on va faire un autre truc, c'est que c'est des petits bonshommes, c'est comme des fourmis, ils vont tout le temps se déplacer, ils vont tout le temps vibrer. Donc on rajoute une petite transition. Une fois qu'on a modifié nos valeurs x et y, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un tout petit random entre 0,3 entre 0, 0,3. Entre 0,3 et 0,6. Non, entre moins 0,3 et 0,3, pardon. Et une toute petite rotation aussi entre moins 30 et 30 degrés. Donc là, ça va faire quelque chose de mieux. Et puis c'est des bonshommes qu'on représente, c'est pas des rectangles. Donc on va faire des sprites un peu plus funky. On va écrire un bout de code très pragmatique pour afficher des personnages. On commence par trouver c'est quoi la forme d'un corps humain, plus ou moins, en pixels. Les proportions ne sont pas exactes. J'ai plein de couleurs de peau, je prends chacun des individus, je prends une couleur aléatoire, je trace un corps, très bien. Et ensuite, on va faire de la science. Donc les jeunes sont en t-shirt, les vieux en veste et chemise. Il y en a plein d'autres des heuristiques, il y a un mec sur deux a une barbe. Je sais plus, c'est un peu débile comme ça. On obtient des résultats chelous comme l'Indien aux yeux verts qui m'a toujours fait flipper, mais sans ça, ça marche quand même pas trop mal. Et on a notre résultat final, qui est quand même un peu plus classe que tout à l'heure, avec nos animations. Et avec Pixie, ça tourne hyper bien, j'ai les mêmes performances sur mobile. Hein. C'est complètement fou, je pensais pas que ça pouvait être si performant, et ça n'a pas de limite. Merci. Et en vrai, de toutes les démos, celle-là, ça a été celle qui a pris celle qui a pris largement le moins de temps. Pixie, ça marche tout seul, il n'y a rien à faire. Donc ça, c'était vraiment très chouette. Et si vous voulez aller regarder le code, c'était cool à faire, et je rebosserai avec Pixie.
Et des exemples du genre, il y en a plein, plein, plein. Par exemple, Landlines, ça c'est une démo qui est sur les Google Chrome Experiments. En fait, vous allez déplacer plus ou moins un point qui va tracer des sortes de formes, et en fait, en temps réel, l'application elle va essayer de trouver des photographies satellites qui viennent de Google Earth et qui contiennent plus ou moins la forme que vous venez de tracer. Et il les affiche derrière, et à 60 FPS en continu. Vous déplacez la souris et il s'affiche des images derrière. Si j'avais dû le coder, j'ai aucune idée de comment j'aurais fait ça. Surtout qu'il charge les images et il les affiche, comme ça, c'est à ce débit-là. Ça, je ne m'explique pas, c'est complètement brillant. Développé avec Pixie.js. Cette vise sur le marathon de Berlin 2016, qui est complètement génial. En fait, on voit chacun des coureurs qui est présenté par un petit pixel et qui court. Pixie, c'est assez bien codé pour que les médias se mettent à l'utiliser, genre les journaux. Et là, c'est un journal allemand, je ne sais plus lequel. Et ça fonctionne hyper bien, c'est vraiment complètement impressionnant. Ça, c'est pour ceux qui ont fait un peu du processing ou ce genre de choses. C'est une visualisation qui représente la musique. C'est toujours marrant à faire. Ça fait un peu exercice de l'école de design de Nantes, mais ça fonctionne bien. Avec Paper.js, c'est sympa à utiliser aussi pour faire du vectoriel un peu plus cool qu'avec SVG. Ça, c'est la démo classique de Generative Art avec processing. Ça réagit bien, ça se code bien, c'est chouette. Mon petit favori personnel, c'est ce moteur de rendu fluide en ASCII. Quand il était sorti, donc c'est un ancien flasher, et j'en suis sûr et certain. C'était il y a des années et on avait passé 1 heure à se marier avec, et j'ai passé plusieurs heures l'autre fois à essayer de le retrouver, et je l'ai retrouvé et c'est génial. Je pense qu'il ne faut pas que ça tombe dans l'oubli du web. C'était vraiment trop cool. Le mec a passé des jours à faire ça et personne ne connaît. Conclusion. Je crois que excusez-moi, j'ai un petit problème d'inversion. D3.js et SVG, c'est la valeur sûre, mais encore une fois, si vous développez de la data vis, profitez-en pour utiliser des technos un peu plus funky. On a plein de solutions de rendu graphique. Profitons-en. Merci beaucoup.